Wow! Oui! C'est parti! En direct ici, Ozane Juto avec vous. Vous pouvez m'écrire en commentaire que vous êtes présent, me dire comment vous allez. Content que vous soyez avec moi pour parler justement d'éducation à la sexualité, le fameux programme qui est obligatoire depuis septembre 2024 dans les écoles et qui est enseigné dès le préscolaire. Alors de là ma question qui dit le ministère sexualise les enfants dès la maternelle. Eh bien, je suis contente d'être avec vous. Je m'appelle Ozane Juteau. Je suis maman de deux petites filles. J'ai enseigné pendant 11 ans dans les classes maternelles dans le centre scolaire de Montréal. J'ai fondé l'école, oups, c'est dans l'autre côté, oups, easy, l'école de la Lantère, qui pour moi sera pour la prochaine année scolaire, septembre 2025, un centre d'apprentissage libre pour les enfants et les parents qui veulent faire l'école à la maison. Alors ma mission de l'école à Lantère, c'est grandir et apprendre à son rythme. Eh bien, si vous pouvez m'écrire dans les commentaires si le son est bon, parce que j'ai installé une belle petite caméra sur mon écran, alors pour m'assurer que le son est bon. Et j'ai possiblement, yes, j'ai ma copilote avec moi, ma belle maman André, qui me dit que le son est bon. Elle va m'aider dans les échanges si jamais j'ai des questionnements. Merci André d'être avec nous. Euh, c'est vraiment pour moi un honneur de pouvoir partager sur ce sujet-là. Je vous dirais dans les commentaires que vous allez m'écrire, je vais prendre le temps de tous les lire. Si vous avez des questions, vous me marquez questions et je vais y répondre à la suite de ce live pour vous emmener davantage d'informations. Alors, gênez-vous pas à m'écrire vos questions et je vais aussi vous partager l'ensemble de mes références de ma recherche pour que vous puissiez peut-être faire votre propre analyse, développer vos propres opinions sur ce sujet qui est le programme d'éducation à la sexualité. Alors voilà, je vais commencer à l'instant. Je prévois environ 1 heure du live. Vous ne vous gênez pas si vous devez quitter, je comprends. Alors, puis il se peut que je divise ma présentation en un autre événement live, alors pour pas trop surcharger et rendre ça agréable. Alors, première des choses, je vais vous présenter les deux sources sur lesquelles je m'appuie depuis le début quand je fais mes vidéos parce que j'ai une chaîne YouTube, l'École à lenteur, où je parle des incohérences. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner. Alors voilà les deux documents. Un des documents qui est disponible en ligne sur le ministère, c'est les contenus détaillés en éducation à la sexualité. Alors, c'est le document où on développe les thèmes, où on développe les contenus, puis on explique pourquoi ces contenus sont enseignés. Ensuite, un autre livre qui amène un autre regard de la réalité. Là, j'essaie de me... Wouh! Le voilà. Alors, c'est l'éducation sexuelle à l'école de Sophie Oudiger et de Maurice Berger. Alors, il apporte un autre regard critique sur le programme d'éducation sexualité en France, parce que ce programme est uniformisé partout en Occident, alors on le retrouve un peu partout. Et je vais vous parler dans cette présentation des origines du programme, puis ensuite de parler un peu de l'organigramme, comment tout ça se structure, puis après on va rentrer dans les contenus, puis je vais vous parler un peu des incohérences. Alors, on y va comme suit. Alors, pour parler des origines du programme ou des programmes d'éducation à la sexualité, alors ça vient en fait d'un chercheur américain qui s'appelle Alfred Kinsey, qui a mené des recherches sur, disons, les activités sexuelles des Américains dans les années 50, alors 1950.
Il a sorti deux rapports qui ont été très importants, puis tout découle de ça au niveau des recherches sur la sexualité dans les universités, parce que à partir de ces recherches, on a créé des départements de sexologie, de sociologie dans l'ensemble des universités américaines et même un peu partout en Occident. Alors, ça part des années 50. Et puis, alors ces deux livres, vous pouvez trouver les références en ligne. Là, c'est un chercheur assez connu qui, pour moi, est très questionnable au niveau de ses recherches et ce que je vais vous exposer ici. Alors, il écrit deux livres. Je suis pas très bonne en anglais. Alors, c'est le Behavior in the Human Male en 1948. Alors, les comportements sexuels chez l'homme. Ensuite, Sexual Behavior in the Male Female en 1953. Alors, les comportements sexuels chez la femme. Et puis, le but, c'était de mettre en valeur la diversité sexuelle des Américains, de comprendre c'est quoi leur diversité sexuelle. Puis, on s'entend qu'on était dans un contexte où on avait une certaine morale sur la tradition sexuelle, tu sais, des gens dans les familles, dans le sens que souvent les relations se faisaient seulement après mariage. Alors, c'était des valeurs très conservatrice qui, je pense, avait du bon aussi. Dans cette présentation, vous êtes chanceux parce que j'ai des invités spéciaux. Alors, qui de mieux pour me parler du rapport Kinsey que M. Kinsey lui-même? Le voilà! Et voilà, à côté de moi. Bonjour, M. Alfred Kinsey. Comment allez-vous? Contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Oui, je suis très content d'être ici. Je suis un chercheur émérite. J'ai fait des études en entomologie. J'ai cherché à questionner quelle est l'orientation, les activités sexuelles des Américains. Ah, c'est très intéressant, Monsieur Kinsey, très intéressant. Et puis, quelles sont vos données, vos statistiques? Qu'est-ce qui a été ressorti de ça, en fait, là? Bien, j'ai questionné environ 8000 hommes, des prisonniers, hein, n'est-ce pas, en prison, alors sur leurs pratiques sexuelles. Et j'ai aussi questionné des femmes, environ 5000 femmes prostituées, oui. Ah, c'est intéressant. Alors, c'était des gens quand même qui avaient une sexualité marginalisée pour aller chercher vos données. Oui, oui, oui. Et quel était le résultat de ces données? Eh bien, tout simplement pour vous dire que mes données ont fait ressortir qu'un tiers ou la moitié de la population américaine et avait des orientations sexuelles, orientées homosexuelles ou des réactions sexuelles au niveau d'un partenaire du même sexe. Alors, il y avait un grand intérêt dans ces pratiques. Ah oui, un grand intérêt dans ces pratiques dans les années 50. C'est surprenant, Monsieur Kinsey, tout ce que vous avez développé. Et justement, Monsieur Kinsey, vous avez développé une échelle au niveau de l'orientation sexuelle, hein, parce que vous avez gradué ça de 1 à 10, hein. Alors, je vais aller la montrer, votre échelle. Je l'ai mise sur un petit carton, vous la présentez, vous allez me dire si ça le fait du sens. C'est sûr que ça sera peut-être difficile à voir pour tout le monde, mais regardez ce qu'on va faire. Alors, cette échelle, ce que ça dit sur la diversité sexuelle, elle est notée de 1 à 10, plutôt de 0 à 10. Alors, 0 qui dit exclusivement hétérosexuel, et en fait, je pense que c'est de 0 à 6. Excusez-moi, Monsieur Kinsey, je me trompe. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je comprends très bien. Je suis très ouvert. Ah oui, vous êtes très ouvert, c'est très bien. Alors, si on prend votre échelle au niveau de l'activité sexuelle, orientation sexuelle que vous avez établie, alors c'est le score est de 0 à 6, 0 disant exclusivement hétérosexuel et 6 exclusivement homosexuel. Puis après ça, il y avait, si on regardait le 3, c'est bisexuel sans préférence. Hein, c'est bien ça? Oui, oui, exactement. J'ai tout été très clair. Ah oui, tout était très clair. Et vous, vous avez mis aussi comment dire, vous avez mis beaucoup votre cœur là-dedans dans vos recherches. Vous avez mis comme un peu vos propres perceptions, vos propres, disons, idées sur ce qu'est la sexualité dans la société. Oui, 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 j'ai été très, très impartial. Ben oui, ben c'était vraiment une approche très personnalisée.
Fait que vous vous situez où, Monsieur Kinsey, dans cette échelle? Il paraît que je me suis situé dans une échelle de 3 sur 6. Alors, c'est bien, vous avez partagé tout ça en bisexualité. Alors, ben, c'est très intéressant. Mais là, il y a un élément de vos recherches qui me questionne beaucoup comme maman. Ben, je suis une maman de deux petites filles. Euh, Parce que vos recherches découlent de tous les programmes que nous avons aujourd'hui dans nos écoles, là, le programme d'éducation sexualité. Alors, vous avez nommé que, il y avait une sexualisation du nouveau-né et de l'enfant prépubère. C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Nous avons eu des données d'un journal qui a eu des accusations, ce monsieur, de pédophile qui se nomme... Ah oui, attendez, il se nomme comment? Ah oui, je le vois, Rex King. Oui, c'est ça. Vous avez pris les données de son journal pour considérer que les réactions d'enfants qui reçoivent des attouchements ou reçoivent disons, qu'on les touche d'une manière qui atteigne leur intégrité. Vous avez nommé ça, ces manifestations-là de détresse comme des orgasmes. Alors, Ben oui, bien sûr, tout le monde sait aujourd'hui que l'enfant naît sexualisé. ah oui, ben ça, c'est une des incohérences que je vais peut-être parler dans le programme d'éducation sexualité. Bon, ben c'est voilà, fait que comme vous dites, vous dites vraiment que l'enfant a une sexualité génitale orgasmique comparable à celle de l'adulte. Hein, c'est bien ça. Vous êtes parti des données d'un journal qui est un Rex King, qui est un pédophile. Hein. Alors, je pense qu'il y a eu des accusations de l'Institut par, j'imagine, le gouvernement américain ou peut-être des plaintes de parents aux États-Unis de l'Institut Kinsey en 1995. Ça a été reconnu comme quoi que les données ont été prises d'un pédophile. Oh, ça se peut très bien. Ah, ben mon Dieu, je suis donc bien heureuse que vous êtes parlé, venu avec nous en entrevue exclusive, très ouverte sur justement les rapports Kinsey, où tout est basé là-dessus. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kinsey, de votre visite. Ah, y a pas de quoi. Au plaisir, au revoir. Alors ça, c'était notre premier invité, Monsieur Alfred Kinsey. Il était très transparent dans ses propos, fait que j'ai trouvé que c'était intéressant de connaître tout ça. Alors dans ce contexte des rapports Kinsey, imaginez-vous donc, après ça, c'est vraiment dans un contexte, on parle des années 50, années 60, où on en est une révolution sexuelle dans la société. Alors ça veut dire que il y a comme disons, une ouverture, une explosion des valeurs traditionnelles. On parle de la religion chrétienne, tout ça, c'est plus conservatrice. Fait que ça a amené aussi toute la notion de contraceptif, le droit à l'avortement. Alors, il y a eu tout aussi les plannings familiales qui ont été mis en place aux États-Unis et en France. Et c'était pour donner davantage de droits chez la femme pour d'avoir plus de pouvoir sur son corps. Ça, je pense que ça peut avoir un aspect positif. Mais là, c'est ça, j'ai découvert une image qui est un peu disons, qui est percutante, qui nous dit, parce que les plannings familiales sont toujours actifs aujourd'hui, là, ils se sont développés suite au rapport Kinsey, mais sont toujours présents pour justement amener une maternité heureuse, faire la sensibilisation sur la contraception, sur la grossesse, tout ça. Puis là, il y a une certaine dérive de société qu'on voit avec l'identité de genre. Et regardez ce qui ressort au niveau des... ça, j'ai trouvé cette image sur le site du planning familial français. Alors, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouh, faut que je me centre. Alors, ça dit, au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Alors, ça, c'est une réalité qu'on voit qui s'expose de plus en plus, que les hommes peuvent être enceints. Alors, c'est comme si les questions fondamentales qu'on a toujours été sur notre biologie humaine, sur ce qu'est une femme, ce qu'est un homme. Alors, ça prend un homme, ça prend une femme, un ovule, un spermatozoïde pour créer un bébé. Alors, cette idée-là, elle est transformée, fait qu'il y a une transformation dans la société des valeurs et de tout ce de toutes nos certitudes sur quoi on se base, en fait. Que ça soit un enfant, fille qui n'est qu'une vulve, ça, c'est biologiquement prouvé.
Et un garçon qui naît avec un pénis, c'est biologiquement aussi prouvé. Alors on voit que tout ça est en train de tout être remis en question. Alors espérons qu'il y aura une atteinte au niveau dans notre société pour se réveiller avec tout ce qui, de tout ce discours-là aussi polarisé, là, tu sais. Alors, si on revient concernant la structure, parce que je vous ai dit que je vous parlerai un peu de la structure, alors ça part du rapport Kinsey des années 50, tout s'est développé à partir de là, avec le planning familial, mais aussi des structures au nouveau, disons, qu'on connaît davantage, là, comme l'UNESCO ou l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Alors, si je vous le montre ici, ça commence comme suit. J'ai fait un organigramme. OK. Alors, je vais nommer les choses. Alors, ici, on voit le SIECUS. Alors, le CIECUS. Alors, le CIECUS, je vais lire là, pour pas. Alors, le CIECUS, c'est en anglais Sexuality, Information and Education Council of the United States. Alors, ça, c'est un organisme américain. Alors, qui est représenté à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et aussi à l'UNESCO. Alors, l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Alors, qui a misé sur une éducation à la sexualité complète, entre autres. Là. Je vais vous dire un extrait. Alors, là, après de ces structures-là, des pays membres vont adhérer au conseil, aux décisions qui sont rendues à l'OMS et à l'UNESCO. Puis après, ça descend au ministère. Alors, les différents ministères de l'éducation. Et par la suite, ben, ça rentre dans les centres scolaires, les centres de services scolaires et dans les écoles et dans les classes. Alors ça, c'est un peu faire un topo de l'organigramme. Ici, je vous dis que l'UNESCO parle aujourd'hui d'une éducation sexuelle complète. Alors, c'est quoi une éducation sexuelle complète selon ce que dans les documents qu'on peut trouver en ligne? Alors, ce que ça dit, c'est qu'il y a une limite. Autrefois, de l'éducation sexuelle, il y avait une approche traditionnelle de parler surtout de biologie, de reproduction, de tout ce qui était aussi maladies transmises sexuellement. Alors, il y avait, tu sais, trois grandes sphères-là. Et là, ce que ça dit complète, c'est qu'aujourd'hui, on parle, entre autres, de droit, on parle de valeurs, on parle de genre. Alors, c'est toute une idéologie qui s'insère à l'intérieur pour aller au-delà du sens même de la biologie. On va dans une espèce de valeurs de société qu'on veut présenter comme quoi que ça va de soi et que c'est pour le bien de tous, là, tu sais. Alors, si je vous lis un extrait de l'UNESCO, vous allez comprendre, là. Alors, le document que je me suis référé, vous allez avoir ça dans les références. Alors, c'est regarder la sexualité en face. Pourquoi faut-il promouvoir l'éducation complète sexuelle? Dans l'extrait, c'est un peu ce que je vous ai dit. Alors, les modèles traditionnels d'éducation à la sexualité se concentrent sur la biologie, la reproduction, la prévention des risques et des maladies. L'éducation complète à la sexualité va plus loin pour proposer l'apprentissage positif et affirmatif des 8 concepts clés. Alors, les relations interpersonnelles, les valeurs, droit et culture, genre, violence et sécurité, compétences pour la santé et le bien-être, corps et développement humain, sexualité, comportement sexuel, santé sexuelle et reproductive. Alors, c'est ce qu'on a disons, dans les orientations. Et comme je vous ai dit, dans le document de référence que j'ai analysé, ben, celui-ci ici, on retrouve des références de l'UNESCO et aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Fait que, tu sais, c'est tout uniformisé dans tous les pays de l'Occident. Et puis, ben, au Québec, en fait, le programme qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation, c'est le programme CCQ, alors Citoyenneté et Culture québécoise, qui a 8 thèmes. Et dans un des thèmes, on retrouve l'éducation à la sexualité.
Alors, je vais vous lire les 8 thèmes pour que vous ayez un portrait global du programme CCQ et ça dit comme suit. Alors, le premier, c'est participation citoyenne et démocratie, éducation juridique, éco-citoyenneté, éducation à la sexualité, développement de soi et des relations interpersonnelles, éthique, citoyenneté numérique et culture des sociétés. Alors, ce programme CCQ il a suivi un processus d'élaboration pour qu'il y ait des consultations. Ça s'est déroulé entre 2020 et 2023 pour qu'en 2024, en septembre, il est devenu obligatoire dans toutes les écoles du Québec. Alors, en fait, c'est intéressant parce que, bon, il y a eu 28 000 personnes qui ont répondu au sondage. Ces 28 000 personnes-là, citoyens québécois, ça représente, j'ai fait le calcul, c'est 0,035 parce qu'on a 8 millions de population au Québec. Alors, c'est sûr que 28 000, c'est quand même un bon nombre, mais là, c'est savoir est-ce qu'on a une diversité de répondants. Moi, personnellement, j'aurais aimé y répondre. Je n'ai pas vu les informations circuler. Puis ensuite, ben, il y a eu un dépôt d'environ 120 mémoires. Il y a eu différents partenaires qui ont contribué, que ce soit la Fédération des comités de parents du Québec, la Fédération autonome de l'enseignement, qui est un des plus gros syndicats des enseignants du Québec. Alors, il y a eu différents partenaires qui ont été consultés, mais quand même, il n'y a pas eu de débat parlementaire auprès des élus, auprès des députés. En fait, j'ai lu une lettre ouverte dans le Journal de Montréal du chef du Parti québécois. Alors, monsieur, comment il s'appelle ce cher monsieur? Je ne l'ai pas en tête, mais c'est monsieur Saint-Pierre Plamondon, alors chef du Parti québécois. Alors lui, ce qu'il dit, c'était dans sa lettre ouverte au titre Vive et laissez vivre, c'est qu'il dit, c'est que oui, il faut des droits au niveau des minorités, que ce soit le groupe LGBT+, que ce soit certains immigrants, certaines personnes qui vivent des réalités, des particularités. Oui, défendons les droits de tous et chacun, les droits de tous et chacun de s'exprimer, liberté d'expression, liberté de vivre, dans le fond, dans sa vie privée. Alors, c'est ça qu'il dit, c'est de défendre la vie privée et les droits de tous et chacun. Mais quand ils disent vivre dans le sens dans nos droits de tous et chacun, adultes qui peut vivre ses réalités d'orientation sexuelle ou peu importe là, de comment on s'affiche aussi dans l'identité sexuelle. Mais laisser vivre, là, c'est la dimension des enfants. Alors, laisser vivre, lui, ce qu'il dit, c'est que ces thèmes-là, identité de genre, orientation sexuelle, avoir un discours explicite sur la sexualité qui est du registre de l'adulte, on s'entend. Alors, ça, il dit non, pas dans les écoles, laissons les enfants tranquilles. Alors, c'est un peu ça son topo de sa lettre ouverte. Alors, il a demandé une commission parlementaire pour qu'il y ait un débat parce que lui considérait qu'en société, oui, il y a une ouverture, mais je pense qu'on a une position assez claire que ces sujets-là ne doivent pas se retrouver enseignés auprès des enfants. Et encore plus des enfants qui sont jeunes, dès la maternelle, qui ne se posent pas ces questions-là naturellement. Alors ça, c'était son propos. Et puis, ben, M. Legault, ben, lui a répondu en créant un comité des sages. Alors, c'est ça qu'il a décidé de mettre en place, un comité des sages. Et justement, M. Legault est là pour nous parler du comité des sages qui, normalement, devrait remettre leur rapport en février 2025. Alors, M. Legault, on vous accueille maintenant. Oh, ben voilà! Bonjour, Monsieur Legault, toujours souriant, bel entrain, belle confiance. Alors, vous avez mis en place un comité des sages, c'est ça? Et ce comité des sages est formé de quel type de citoyens? Ah, nous avons un médecin, nous avons certains spécialistes, des experts en sexologie, alors des chercheurs universitaires, j'imagine. Oui, 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 tout à fait. Puis quand on sait que justement, les recherches qui sont dans les universités découlent du rapport Kinsey, fait qu'on comprend un peu qu'il y a déjà une orientation, un discours qui est favorisé. Alors,
Oui, 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 tout à fait. Les Québécois sont prêts à réfléchir avec le comité des sages qui va nous faire leurs propres recommandations. Oh, d'accord, Monsieur Legault, intéressant. Et dites-moi, c'est quoi le mandat du comité des sages? Bien, c'est de valoriser ces valeurs-là d'inclusion dans notre société. Ah, d'accord, l'inclusion. D'accord. Mais justement, j'ai une citation, je pense, de la ministre de la Famille, qui est responsable aussi de la Montérégie, Madame Suzanne Roy, que je vais vous lire, Monsieur Legault, ici, chers participants à ce live. Alors, la citation a dit comme suit. Je tiens à remercier sincèrement les membres du comité pour leur engagement à l'égard de ce mandat qui devra prendre racine dans les valeurs d'ouverture, de bienveillance et de respect et d'égalité qui sont si importantes pour nous au Québec. Hein, les Québécois, on est ouverts, ça c'est clair. Moi, je suis totalement, comment dire, je pense que j'ai un esprit assez, je pense que je suis une personne qui considère l'opinion des autres avec ouverture et aussi gratitude parce que ça me fait grandir comme personne. Alors oui, ça, je suis d'accord ici. Et là, dans la citation, ça continue, Monsieur Legault. Une chose est certaine, il n'est pas question de faire reculer les droits. Alors, attendez, faut que je change ma page. Alors, les droits des personnes trans et non binaires. Alors là, on y va direct, là. On se dit, garde, fait que ces personnes-là, les travaux du comité des sages, devront nourrir les réflexions du gouvernement de plus en plus appelé à se prononcer sur les questions sensibles liées à l'identité de genre qui méritent des réponses mûrement réfléchies. Alors, Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de Montérégie. Alors voilà, Monsieur Legault, on comprend mieux le mandat du comité des sages. Fait que vous n'avez pas voulu faire disons, de commission parlementaire. Mais non, c'est beaucoup plus sage d'y aller, d'aller dans un beau consensus. Ah oui, un beau consensus. Ben oui, il faut donner de bon exemple, d'être sage comme une image envers nos enfants. Ah oui, d'être sage comme une image, hein, de pas dire que, par exemple, lire un conte par une drag queen dans les écoles, on pourrait pas dire qu'on est contre. On peut dire, disons qu'on est pour, qu'on pense que c'est de l'ouverture, de l'inclusion. Mais lecture de conte d'une histoire d'une drag queen, là, ça, c'est bien pour nos enfants. Bien sûr, c'est très sage. Ah, bien, merci beaucoup, Monsieur Legault. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Bon, hein, je m'amuse à faire des voix, vraiment, c'est super. Alors, alors, est-ce que, je ne sais pas si vous avez des questions, puis, en tout cas, je suis tout disponible. Le temps file, déjà 27 minutes, je mise 1 heure. Alors, pour ça, j'arrive bientôt au contenu. C'est peut-être ça que vous avez hâte d'entendre, là, mais là, je voulais mettre la table parce que la mise en bouche, des fois, pour faire un beau menu, disons qu'on est déjà on a déjà avancé notre entrée facilement, puis on va bientôt arriver au repas principal. Alors, pour en venir ensuite, tu sais, ce sujet-là d'inclusion et d'ouverture, il y a vraiment eu une polarisation dès qu'il y a eu, justement, surtout ça s'est déclenché avec la lecture de contes, d'histoires pour enfants dans les bibliothèques, dans les écoles, les garderies, par une drag queen. Alors, par les drag queens. Alors, pour moi, je suis contre. J'ai même fait une vidéo quand même qui a eu plus de 100 vues. Vous irez voir dans ma chaîne YouTube pourquoi je dis non à la lecture d'un conte d'une drag queen. Alors, pour moi, c'est que c'est une drag queen, c'est un personnage caricatural qui devrait se retrouver dans les cabarets. Alors, dans le sens qu'il devrait se retrouver dans les bars où les gens ont envie de voir ce spectacle-là. Puis moi, je suis la première, je trouve que ça doit être un divertissement intéressant. Parce que c'est caricaturé, ça nous permet de rire de nous-mêmes, puis, mais ça, c'est entre adultes. Alors, moi, je pense que c'est un divertissement d'adultes qui ne doit pas se retrouver auprès d'enfants. Pourquoi? Parce que une drag queen, c'est des caractéristiques féminines qui sont hyper sexualisées, alors qui sont exagérées. Et dans le quotidien, si on va à l'épicerie, par exemple, on ne va pas retrouver des femmes comme ça qui sont hyper maquillées.
Alors, ça peut créer chez l'enfant une rupture de compréhension de qui s'affiche devant lui, quel personnage s'affiche devant lui. Et souvent, je pense que la drag queen, j'ai pas assisté à une lecture de conte comme telle, mais l'enfant, supposons, pose une question, ben, t'es un monsieur? Puis là, la drag queen va dire, ben non, je suis une drag queen. Alors, il va pas répondre aux questions de l'enfant qui regarde ce personnage-là, qui se relie pas à ses modèles identitaires, se relie pas à maman et papa. Alors moi, quand je vais en épicerie, je me surmaquille pas. Je peux bien m'habiller comme je veux, mais je suis pas dans ces exagérations-là des caractéristiques féminines. Alors, pour nous parler justement du pourquoi du conte, de lecture de conte d'une drag queen, pourquoi pas la plus populaire du Québec qui va venir nous présenter Barbada, je crois, oui, Bardada, qui est en fait, une des drag queens les plus populaires, puis elle a même une émission à son nom à la télévision, à la Radio-Canada. Alors, j'invite d'applaudir Bardada, Bardababa ou Barba Papa, mais je vais pratiquer son nom, je vais bien l'avoir. Alors, applaudissons et accueillons-la. La voilà! Alors, Bada, notre drag queen québécoise du Québec, grande fierté, elle était beaucoup appelée dans les médias, elle a fait l'émission Tout le monde en parle, elle a eu son émission aussi à la télévision de Radio-Canada. Alors, je m'excuse, hein, j'ai de la misère à dire votre nom. Alors, Bada, oui. Alors, expliquez-nous un peu ce que vous voulez faire auprès des enfants avec votre émission, avec la lecture de contes. Oui, alors voilà, je suis très heureuse d'être ici. C'est tombé excitant. J'aime ça d'être dans l'imaginaire des enfants, la musique. J'ai une émission qui amène plein de dynamisme, des paillettes, plein de couleurs. On apprend la musique aux enfants. On apprend la différence. C'est quoi être un garçon? C'est quoi être une fille? C'est quoi se questionner? C'est d'ouvrir, d'être capable de s'afficher. Peut-être que les jeunes aimeraient ça, devenir une drag queen, comme moi, mais moi je suis une adulte. Alors voilà, oui, je suis toute énervée là, de ce succès que je remporte partout. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de polarisation, pourquoi des parents sont contre. Ah oui, les parents qui sont contre, qui ont manifesté contre. Ah, ben peut-être parce qu'ils considèrent que c'est pas adapté aux enfants. Mais pourtant, on amène des belles histoires, comme par exemple de petits garçons qui rêvent de se marier. Puis là, c'est donc bien une belle histoire. On n'est plus dans les stéréotypes du prince charmant puis de la princesse. Ça peut être deux princes qui peuvent se marier. Ah oui, en effet, ça peut être deux princes qui peuvent se marier. Ah bon. Ben, tu sais, tout est possible. L'exploitation du genre chez les enfants, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. En étant moi-même enseignante de maternelle, j'ai toujours encouragé les enfants dans leur jeu symbolique d'exploiter la diversité d'expression du genre par les jeux, par le jeu libre, comme par exemple si on a des déguisements, un petit garçon qui a envie de robe de princesse, absolument, pourquoi pas? Une petite fille qui a envie de se déguiser en super-héros, absolument. Moi, je suis tout à fait ouverte à ça, puis c'est simple parce que des fois, les enfants vivent dans des familles qui ont des valeurs très conservatrices, puis ça permet d'exprimer d'autres choses. Mais de là à parler, de questionner l'enfant, son identité de genre, sur son sexe de naissance, de dire que peut-être c'est une petite fille ou un garçon qui ont tendance à faire plus des jeux stéréotypés dits féminins ou masculins. Par exemple, un petit garçon qui serait beaucoup orienté vers des jeux plus féminins, aux caractéristiques féminines, il serait questionné sur ah, est-ce que toi, tu es dans le bon corps, tu sais? Je veux dire, je sais pas, mettons, moi, quand j'étais enfant, je faisais, mettons, j'avais, ben, c'était pas ma réalité, mais, tu sais, mettons, des gens qui disaient, ah, moi, j'étais un petit garçon manqué, quand je faisais des jeux de garçons, j'étais tout le temps avec les garçons. On m'a pas questionné à savoir si j'étais bien dans le corps de fille ou de femme. Je faisais simplement jouer, explorer les jeux.
Ah, d'accord, mais en tout cas, aujourd'hui, il faut parler d'ouverture, d'inclusion, alors c'est ça ma mission. Ah, ben c'est intéressant. Alors, mais vous, dans la vie de tous les jours, vous êtes, oui, Sébastien Potvin, un enseignant de musique. Alors, moi, je pense qu'en enseignant de musique, ça doit être très intéressant de vous avoir comme enseignant parce que vous emmenez comment dire, vous devez emmener une compréhension des jeunes qui sont marginalisés et qui peuvent justement expliquer leurs différences. Mais de là à l'exposer partout dans les écoles, c'est un peu ça qui est ma limite à moi. Alors voilà, mais je suis contente d'avoir discuté de tout ça avec vous, Madame Barbada. Ben, vous êtes une madame ou un monsieur? Je suis une drag queen! Ah oui, ben voilà. Et merci beaucoup. Bye bye! Bon, mais voilà, on a eu nos trois invités, hein. Afrèque Kinsey, le premier ministre Legault, François Legault, et on a eu Bardabapa. Fait qu'on est chanceux. On a eu beaucoup d'invités ici, là, juste avant le temps des fêtes, fait que ça nous dynamise. Alors, là, on va rentrer dans la question qui tue. OK? La question qui tue, première question, ça dit est-ce qu'un enfant naît sexualisé? Alors, ça, c'est la première question que je vous pose. Vous pouvez écrire oui ou non. Puis, tu sais, je suis pas là pour débattre, pour dire que j'ai raison. Mais j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes réflexions, puis moi, je réponds non. OK? Et je vais vous expliquer pourquoi. Puis, je vais partir des contenus justement, du programme d'éducation à la sexualité du Québec. Le document que vous pouvez trouver en ligne, les contenus détaillés, puis je vais vous mettre toutes les références pour faire votre propre lecture de tout ça. Alors, on va y aller en premier dans les systèmes du programme, OK? Alors, je vais faire une lecture pour oublier aucun thème. Alors, programme d'éducation sexualité, il y a 6 thèmes différents. Premier thème, croissance sexuelle et humaine et image corporelle. Ensuite, globalité de la sexualité. Troisième thème, identité, rôle, stéréotypes sexuels et normes sociales. Quatrième, grossesse et naissance. Cinquième thème, vie affective et amoureuse. Et le dernier, agression sexuelle. Alors, ces systèmes-là, on en parle dès le préscolaire. OK? Alors, si on y va en premier avec un des thèmes qui est globalité de la sexualité, alors c'est, c'est là qu'on va répondre à la question est-ce que l'enfant naît sexualisé? Alors, je vais vous nommer un peu pourquoi on nomme ces contenus-là. Alors, la réponse dans le programme dit oui, l'enfant naît sexualisé. Alors, je vais commencer comme suit. Alors, la sexualité englobe la génitalité et les comportements sexuels. Mais ce n'y limite pas à ça. Elle comporte plusieurs dimensions biologiques, affectives, relationnelles, sociales, psychologiques, culturelles, éthiques, morales, physiques. Et on en est large là. Et on est rendu dans la philosophie, la sociologie chez les enfants du primaire. Hein. Tout ça pour en tout cas, pour moi, là, c'est juste de la confusion. Mais bon, on continue. Alors, c'était, oui, physique, mental, émotionnel, économique, qui s'expriment et se vivent de différentes façons selon l'âge et le niveau de développement de chacun. Et là, c'est là que c'est bien nommé pourquoi c'est contenu. La sexualité présente dès la naissance, elle est naturelle et se développe tout au long de la vie à travers les différentes étapes du développement global des enfants, des adolescents et des adultes. Alors, hein, on globalise tout ça, on amène un registre de discours sexuels chez l'enfant qui peut lui créer une transgression. Ça peut, chez certains enfants qui ne sont pas rendus là dans leur propre questionnement, alors ça ne respecte pas le développement naturel de l'enfant. Alors, dans ce thème globalité de la sexualité. Alors, dès la première année, OK, là je suis, disons, à la page 3 du document, vous irez voir. Alors, ça dit « Comprendre ce qu'est la sexualité ». Alors, la première année, là, au Québec, c'est 6-7 ans. Dans sa tête,
il y a des connaissances et des questions sur la sexualité. Connaissance et affirmation de soi. OK? De 6 à 8 ans, les interventions réalisées devraient permettre une première prise de conscience de la notion de sexualité. Alors là, on a vraiment un discours de sexualité auprès des enfants. OK? Alors, de traiter quelques dimensions de la sexualité en illustrant par des exemples concrets comment elle se vit et s'exprime dans sa vie d'enfant, dans sa tête, son corps et son corps. OK? Et là, je vous le dis, dès la deuxième année, OK, dans les contenus, pourquoi ces contenus, vous irez voir. OK, je ne sais pas c'est sous quel thème, mais je pense que c'est dans le thème grossesse et naissance parce que là, je vois déjà le temps file, fait que je ne vais pas nommer tous les thèmes. C'est pas là mon objectif. Mon objectif ici, c'est de vous nommer certaines incohérences, de les prélever des contenus. Pourquoi j'ai nommé ces incohérences-là? C'est parce qu'il y a des contenus dans le document que pour moi ne fait pas sens et je dis non comme maman. Et que dans le document, on dit des réponses. OK? Alors, je vous dis, dès la deuxième année, au niveau de la grossesse et naissance, on dit clairement que le pénis rentre dans le vagin. Alors, c'est la rencontre du spermatozoïde dans l'ovule. OK? Alors, ça, c'est textuellement écrit. OK? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais deuxième année, là, on parle d'enfants qui ont, si je ne me trompe pas, c'est 8 ans. Je pense en deuxième année, les enfants ont 8 ans. Ouais. Alors, voilà. Fait que ça, c'était quelque chose que je voulais faire ressortir. Puis pourquoi que je dis non comme parent? Bien, c'est parce que l'enfant, là, il n'est pas sexualisé, il naît sexué. OK? Il naît avec un sexe de naissance. Alors, une vulve pour une fille, un pénis pour un garçon. Tout simplement. Puis ces fonctions de ces organes sexuels, c'est des fonctions d'élimination. Il n'y a aucune fonction sexuelle chez l'enfant parce qu'il ne peut pas se projeter là-dedans. Il n'est pas du tout là-dedans dans ces questionnements-là. Et dans le livre, justement, de l'éducation à la sexualité, que je vous recommande, tous les adultes qui travaillent auprès d'enfants et qui se positionnent, qui se questionnent sur le programme, tous les éléments de réponse sont là. OK? Et il y a un des extraits que je vais vous lire si je suis capable de le retrouver. Ah oui. Alors, au niveau de l'éducation sexuelle à l'école, à la page 20, ça dit « L'enfant ne peut pas comprendre le plaisir sexuel parce qu'il ne peut pas l'éprouver. Il n'y a pas ces hormones-là. Il n'est pas rendu là dans son corps, dans le développement naturel de son corps. Tout simplement, revenons au gros bon sens, s'il vous plaît. Mais bon, alors, l'enfant naît avec une curiosité, OK? Il naît avec une curiosité naturelle sur la différence des sexes. Fait que, tu sais, ah, toi, t'as une vulve. Ah, maman a une vulve, papa a un pénis. Et oui, voilà, c'est tout. Fait que ça va selon ses propres questionnements puis sa propre compréhension. Puis le jeune enfant, qu'on revient aux notions fondamentales du développement de l'enfant, alors les stades de développement de Piaget, que je vais juste m'assurer de les avoir en main pour bien les expliquer, parce qu'on s'entend que les stades de développement de Piaget répond clairement que le programme ne respecte pas l'enfant prépubère et l'enfant postpubère, alors qu'il vit des transformations de la puberté. Il y a vraiment deux notions de base. C'est ça en fait qui est heurtant dans le programme. Alors, si on va voir les stades de développement de Piaget, je vais juste essayer de les retrouver sans trop prendre de votre temps. Parce que le premier stade, en fait, de Piaget, ce que ça dit... Ah, je les ai ici. OK, excusez-moi. Alors, quand on dit qu'on ne respecte pas les stades de développement naturel de l'enfant, c'est que, justement, le stade préopératoire du jeune enfant, environ 2 à 7 ans, ben, il a une pensée magique. Alors, c'est-à-dire qu'il développe ses propres histoires au niveau de ses propres questions. Alors, comment on fait les bébés? Il va inventer ses propres histoires.
Il va s'imaginer selon comment on fait les bébés. Alors, c'est peut-être une petite graine qui se promène, qui s'en va dans la terre, qui va se développer. Puis là, le parent peut nommer, ben oui, en effet, tu as grandi, tu t'es développé dans mon utérus, dans le ventre de maman. Fait que, tu sais, c'est très respectueux de l'imaginaire, de l'innocence de l'enfant. Fait que l'enfant a besoin de développer sa pensée magique-là. Puis dans le programme, bon, on vient considérer que la pensée magique, elle est limitante. Rien de moins que ça. Et je vais vous lire un extrait là-dessus, si je peux le retrouver, parce que j'ai beaucoup d'informations. Alors, il y a une critique vive qui dit justement que la pensée magique, elle est limitante chez les enfants, qui inventent leur propre mythe, leur propre histoire au niveau sur la grossesse ou la naissance. Alors, je vais essayer de retrouver ça pour vous lire ce qu'il y en est. Ah oui, voilà. OK. Alors, dans le thème grossesse et naissance, alors qu'on parle justement de deuxième année, 7 à 8 ans, alors comprendre le phénomène de la conception, organes qui produisent des ovules, alors les ovaires, et les spermatozoïdes, les testicules. Rencontre de l'ovule du spermatozoïde. Et là, je vous lis là, textuellement qu'est-ce qu'il y en est au niveau des contenus. Là. Vous irez voir, j'invente rien, j'exagère rien. Relations sexuelles, procréation assistée, implantation dans l'utérus. Alors, pourquoi on enseigne ces contenus? Fait que là, il explique pourquoi. Et là, c'est là que je vous dis qu'on considère que la pensée magique de l'enfant, elle est limitante. Fait qu'on considère que l'enfant qui invente ses propres histoires, c'est pas bon, il faut lui expliquer, il faut avoir ce discours-là technique et explicite chez l'enfant pour qu'il sache comment on fait les bébés. Pas grave si on crée une effraction dans l'imaginaire, dans la psyché, dans le développement psychologique de l'enfant. Des enfants de parents qui témoignent, qui reviennent traumatisés. OK? Alors, ça dit, pourquoi ces contenus? Les connaissances des enfants sur la naissance et la conception ont une influence positive sur leur développement futur. Les valeurs culturelles en faveur de la transmission d'informations sur la sexualité sont généralement associées à une meilleure compréhension du phénomène de la conception et de la naissance chez les jeunes enfants. Les enfants ont toutefois peu de connaissances sur la conception. Plusieurs enfants âgés de moins de 7 ans savent que les bébés grandissent à l'intérieur du ventre ou de l'utérus de la mère, mais peu d'entre eux connaissent les mécanismes de conception, pénis, qui entrent dans le vagin et rencontrent du spermatozoïde et de l'ovule. Les enfants qui n'acquièrent pas de connaissances sur la grossesse et la naissance inventent leur propre explication, souvent basée sur des mythes. Alors ça, c'est à la page 8. Alors, thème grossesse et naissance. Alors ça, c'est une critique vraiment qui dit que la pensée magique, elle est limitante. Puis pourtant, dans les stades de développement naturel de Piaget, on dit que ça fait partie de la construction du développement de l'enfant. Parce que le stade suivant, alors il y a le stade préopératoire entre 2 ans et 7 ans qui est la pensée magique. Et après ça, l'enfant va développer une pensée beaucoup plus, disons, rationnelle, OK? Alors qui appelle le stade opératoire entre 7 et 11 ans. Et il y a une période de latence, justement, où que l'enfant n'est plus dans l'excitation, dans l'imagination, dans l'invention de ses histoires. Il est plus dans une certaine rationalité. Et cette pensée-là rationnelle qui se développe, eh bien, elle se fait dans la période de latence et elle est essentielle dans la construction de ses connaissances. Quand on parle de mathématiques, français, histoire, géographie, biologie, alors cette période de latence-là, elle est essentielle. Fait que là, si on heurte la pensée magique de l'enfant, qu'est-ce que ça fait dans la période de latence où l'enfant construit ses connaissances? Eh bien, ça l'empêche d'apprendre. Moi, je peux être témoin, OK? Je fais une petite parenthèse de maman, peu importe, que des enfants qui sont exposés sans volontairement nécessairement dans le milieu familial, mais étant donné que les écrans, il y a un problème au niveau de la surexposition des écrans,
avec des contenus qui sont inappropriés, avec un espace public qui est hyper sexualisé, bien, ça fait des enfants qui peuvent tomber sous des images porno. Puis ça prend juste une fraction de seconde d'exposition à ces images-là que l'enfant crée une infraction et devient perturbé. Fait qu'un enfant qui est perturbé, ben, il n'est plus disponible à développer ses connaissances. Alors ça, fait que là, quand on rentre dans ce discours-là, dans les écoles, d'expliciter c'est quoi la conception, que le pénis rentre dans le vagin, mais tant qu'à moi, c'est quasiment de la pornographie. Tu sais, puis là, je pèse plus ou moins mes mots, mais pour moi, c'est ça. Alors, ensuite, quand on parle de la pensée magique qui devient la pensée rationnelle, après ça, là, on rentre un peu où l'enfant développe justement sa puberté. Alors, les hormones embarquent, la transformation du corps physiologiquement. Alors là, c'est le stade opératoire formel. Alors, vers 11 ans à 16 ans, OK, de Jean Piaget. Et là, ben justement, ça développe avec la puberté, les pulsions sexuelles. Alors, cette pensée rationnelle-là devient la pensée abstraite. Fait que là, dans cet âge-là, mais l'enfant peut se projeter, peut s'imaginer, se projeter dans un certain futur à moyen terme, veut développer davantage ses relations, la dimension sociale est très importante. Alors, puis tu sais, la puberté est vécue différemment, elle est décalée avec celle des garçons. Tu sais, les filles sont plus dans la relation, dans l'engagement, puis le garçon est plus peut-être dans des pulsions, mais je rentrerai pas là-dedans. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des stades de développement naturel, puis le programme d'éducation à la sexualité ne les respecte pas. OK? Alors, là, j'en suis déjà à 51 minutes. Ça passe vite. Euh, j'ai pas, comment dire, je vous ai nommé certaines incohérences, mais je vous ai comme un peu dit l'essentiel. Il y en a d'autres d'incohérences euh, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur ma chaîne YouTube École alimentaire. Je mettrai le lien. Mais disons que c'est ça, c'est que le programme d'éducation en sexualité ne distingue pas sensorialité et sexualité. Fait qu'on est beaucoup dans un discours de sexualité, plaisir et du plaisir au lieu d'être dans un discours tu sais, quand on parle d'un enfant pubère, d'être dans un discours, disons, d'engagement, tu sais. Avoir euh, une relation intime, une relation d'amitié ou même une relation amoureuse, peu importe où ça mène, ben il y a un engagement. Cet engagement-là, c'est des notions tellement importantes chez les jeunes plus âgés à développer parce que justement, on amène la notion du consentement. Parce que le programme d'éducation à la sexualité était beaucoup emmené sur le fait qu'on voulait parler de consentement chez les enfants, tout à fait d'accord, surtout chez les jeunes qui vivent leur puberté, et d'emmener aussi de la prévention de vos agressions sexuelles. Puis là, ça amène un peu un autre débat, je vais juste l'effleurer. Est-ce que selon vous, si on parle d'agression sexuelle, c'est-à-dire qu'on définit l'agression sexuelle dès la première année ou dès la deuxième année, parce que c'est ça qui est dit au niveau du thème agression sexuelle, il y a un thème vraiment précis là-dessus, est-ce que vous pensez que ça protège l'enfant de ses abus? Pour moi, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si on éduque l'enfant sur le consentement, c'est quoi un toucher correct, c'est quoi un toucher qui n'est pas correct de la part d'un adulte, dans le sens qu'on l'informe là-dessus, c'est sûr qu'il y a des points, il y a des aspects positifs. Mais si on informe l'enfant sur le consentement, de dire c'est quoi le consentement, c'est quoi un toucher acceptable ou inacceptable, peu importe, bien là, c'est comme si on mettait la responsabilité. C'est même que moi, je le vois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, et on met la responsabilité chez l'enfant d'être consentant ou non, envers des jeux ou des touchés qu'un adulte lui ferait. Fait que cette responsabilité-là lui est transmise. Puis, dans le livre L'éducation sexuelle à l'école, elle en parle beaucoup du consentement. J'ai pas lu beaucoup sur ce chapitre-là, mais pour moi, c'est le parent qui doit jouer ce rôle-là de protecteur.
de dire on dit non quand un adulte ou un inconnu nous approche. On dit non, c'est ton corps qui t'appartient, voici ton corps, il t'appartient. Il n'y a personne qui a le droit d'y toucher, sauf quand c'est pour faire l'hygiène avec papa et maman. T'es pas obligé de recevoir des bisous dans le temps des fêtes. T'as le droit de dire non, tu sais. Des choses comme ça. Mais ça, c'est le rôle parental, c'est le devoir parental de protéger l'enfant. Fait qu'en l'informant sur le consentement, en l'informant sur l'agression sexuelle, c'est comme si on lui transpose ces responsabilités-là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, vous pouvez m'écrire si vous êtes d'accord ou non. Puis, gênez-vous pas de mettre des opinions qui sont différentes aux miennes. Moi, je suis pas là pour dire que je détiens la vérité. Je suis là pour emmener une critique selon mes analyses. Et d'ailleurs, gênez-vous pas à écrire vos questions parce que après la diffusion, la publication de ce live, ben, je vais répondre aux questions puis je vais vous mettre aussi mes références. Alors, là maintenant, avec la réalité que le ministère de l'Éducation sexualise les enfants, qu'est-ce qu'on fait comme parents? Hein? Qu'est-ce qu'on fait comme parents? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Alors, il y a différents éléments de réponse. Alors, première des choses, que ce soit dans la famille, que ce soit qu'on soit grands-parents, qu'on soit tante ou amis d'enfants, ben, c'est de mettre en valeur des valeurs traditionnelles. Tu sais, que le cercle familial soit un refuge de l'enfance. Alors qu'on prenne en charge notre rôle parental ou notre rôle d'adulte de protéger l'enfant. OK? Moi, c'est une des premières choses que je tiens à dire. Et ensuite, c'est disons, tu sais, quand on parle du programme d'éducation sexualité, c'est d'aller poser des questions. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans chaque école, il y a un conseil d'établissement qui est formé de parents. Moi, j'en fais partie de l'école d'établissement de ma fille. Il y a toujours la période de questions du public. Alors, il y a toujours un 5 minutes normalement qui est accordé. Alors, peut-être que cette structure-là, à l'intérieur des écoles, qu'on peut s'y impliquer puis aller poser des questions. Ensuite, tu sais, il y a toute l'exposition des écrans que les enfants font et ont. Alors, c'est d'amener un encadrement d'écran pour s'assurer que les contenus que l'enfant est exposé, que c'est adapté. Parce que l'espace des médias sociaux, des divertissements, c'est tout hyper sexualisé. Tu sais, l'enfant est bombardé de ça. Et ben c'est ça, c'est d'être critique puis de devoir être dans un encadrement. Ensuite, tu sais, c'est sûr qu'il y aurait d'autres éléments que je pourrais discuter avec vous, mais c'est sûr que faire l'école à la maison peut être aussi une solution parce que ce n'est pas obligatoire de l'enseigner quand on fait l'école à la maison. Ça, je me suis informée. Mais bon, c'est aussi une décision familiale, puis c'est une structure familiale à mettre en place, puis c'est pas accessible à tous les parents. Mais je pense que c'est important de développer une relation de confiance avec l'enseignant de son enfant, puis on a le droit de questionner quels sont les contenus enseignés, quel ouvrage, quel matériel, quelle littérature jeunesse est présentée. On peut aussi exprimer nos inquiétudes, comme moi j'ai fait. Je pense que dans les écoles, il y a certainement des enseignants qui ont ce discernement-là de, tu sais, quand on explique la conception, de ne pas aller avec des images explicites, tu sais, on peut aller avec des histoires, justement, qui pour respecter la pensée magique de l'enfant. Fait que c'est un peu ça, puis, tu sais, quand j'avais aussi, ben ça sera peut-être un autre sujet, mais tu sais, je pense qu'on a un rôle de protéger l'enfance et de redonner l'enfance parce que l'enfant a le droit à son enfance, a le droit à son innocence, a le droit à sa curiosité, à son imaginaire. Il a le droit de ne pas recevoir un registre sexuel de l'adulte. Il a le droit de faire des jeux stéréotypés sans être questionné à savoir s'il est dans le bon corps ou dans la bonne identité de genre. Euh, tu sais, il a le droit de vivre son enfance
selon son développement naturel. Il a le droit de poser ses questions selon où il est rendu, puis que l'adulte qui est le plus signifiant, c'est le parent qui peut répondre à ces questions. Puis je pense que l'État prend un rôle de trop à l'intérieur de ce programme, dans le sens que l'éducation sexuelle devrait se faire dans la cellule familiale, à l'intérieur d'un lien d'attachement, un lien de confiance, et que le parent est le premier répondant et la personne qui connaît le mieux son enfant pour répondre à ces questions en respectant son développement naturel et son unicité. Mais bon, l'État répond souvent à des problématiques de cécité par un programme. On fait un programme. Tiens, on met en place un programme, voilà, c'est réglé. Mais il n'y a pas de débat réel. Il n'y a pas, en tout cas dans notre cas ici, il y a aucun débat. Parce que là, on se retrouve dans un sujet de discussion qui est polarisé. Moi, les propos que j'amène ici, ben, on mettrait une étiquette possiblement de transphobe ou d'homophobe, et je ne suis pas du tout ça. Au contraire, je suis très ouverte, puis la première à être à l'aise de parler des différences de chacun, mais je veux pas ce discours-là à l'intérieur des écoles. Puis c'est ça le problème. Puis je pense qu'un enfant, on s'entend, c'est influençable. Je veux dire, on peut lui dire, tu préfères-tu manger des carottes ou tu préfères du brocoli? Il me semble que c'est meilleur des carottes. Ben, il va choisir les carottes. Tu sais, il est influençable. C'est ça aussi le dérapage, la pente glissante. Puis, juste faire une petite parenthèse, parce qu'on termine bientôt, et déjà 1 heure. Vous allez la voir dans les références. Mais la Fédération autonome de l'enseignement a consulté les membres enseignants. Ça s'est passé, je pense que ça s'est passé en 2023, du mois de mars jusqu'en avril 2023 ou 2022. Moi, j'ai participé à la consultation comme membre et c'est un sondage. Fait que c'est un sondage environ, si je me trompe pas, il y a à peu près, là, c'est ça, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais disons qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont répondu. Puis c'est un syndicat qui représente à peu près 30 000 enseignants. C'est le plus gros du Québec, la Fédération autonome de l'enseignement. Fait que chez les 8 000 personnes, il y a environ 13%, fait que, non, c'est plus 800. Ouais, ça aurait plus de sens. En tout cas, ouais, 8 000 c'est beaucoup. Mais en tout cas, dans ce nombre de participants-là, il y avait 13% qui faisaient partie de la communauté LGBT+. Puis, moi, quand j'ai répondu aux questions, j'ai trouvé que c'était pas du tout nuancé. On n'avait pas de place pour dire, par exemple, ben non, moi, l'identité de genre, je suis contre comme enseignante que ça soit discuté, tu sais. Fait que c'était très orienté sur d'exposer davantage ces idées-là, identité de genre, orientation de genre, diversité de genre auprès des élèves. Puis il y avait quand même un bon côté là-dedans, dans ce sondage, c'est que les enseignants qui vivent cette réalité-là, qui font partie de la communauté LGBT+, veulent être plus à l'aise d'en parler, de l'exposer, que ça soit auprès des directions, des collègues. Mais là, je nuance beaucoup, puis même, ils ont même nommé auprès des élèves. Fait que c'est là que je trouve que ça n'a pas sa place. Je veux dire, un enseignant n'a pas à exposer sa vie intime auprès des élèves. Si moi, je sais pas, moi, j'ai des valeurs chrétiennes, je commencerai pas à parler de mes valeurs chrétiennes auprès des élèves. J'ai un devoir de neutralité. J'ai un devoir de transmettre les connaissances et pas de d'éduquer. Ça appartient aux parents. Fait que c'est un peu là que la pente glissante, c'est des enseignants militants du groupe LGBT+, qui veulent davantage que ça soit exposé, d'être à l'aise de faire leur coming out. Oui, dans la salle du personnel, pourquoi pas, absolument. Oui, auprès de la direction, que ça soit respecté, tu sais, ces différences-là, mais non auprès des élèves. Parce que moi, je suis souverainiste, ben je vais pas le dire auprès des enfants. Si j'avais des positions très, disons, des inquiétudes au niveau des injections COVID auprès des enfants, je n'avais pas à en parler. C'était aux parents de prendre cette décision-là de vacciner ou non leur enfant. Fait que je pense que c'est là qu'il y a un devoir d'être critique dans leur position syndicale. Puis en résumé, dans ce sondage-là, ce que ça disait, c'est que
le groupe LGBT+, se sent plus à l'aise de faire leur coming out, fait que ça c'est positif. Mais il y avait une volonté qu'il y ait plus de représentativité dans le matériel didactique. Ça, c'était les données qui ressortaient. Puis, en plus, ça c'est un élément intéressant, important, encore plus important d'être un peu inquiet comme parent, c'est que ça dit que les profs ne sont pas à l'aise d'enseigner. Une grande majorité des profs n'étaient pas à l'aise d'enseigner l'éducation à la sexualité, surtout les thèmes qui sont reliés à l'orientation, diversité, identité de genre, relations sexuelles. Fait que les profs, de manière générale, dont moi la première, on n'est pas à l'aise d'enseigner ce programme-là, qui a été imposé, qui a été bousculé, puis qui n'a pas du tout passé en commission parlementaire, tu sais, auprès de nos élus. Alors, c'était ma présentation informative sur le programme d'éducation de la sexualité. J'espère que ça vous a informé, que ça vous a questionné, que ça vous a, disons, éveillé sur cet enjeu-là de société qui dit que l'enfant naît sexualisé, qu'il y a plusieurs incohérences dans le programme d'éducation à la sexualité qui est important de nommer. Puis qu'il y a un problème justement de l'espace public qui est très hyper sexualisé. L'enfant qui a une surabondance d'écran qui peut jouer justement sur quoi l'enfant va tomber. Mais, tu sais, quand même, le programme d'éducation sexualité offre quand même une solution. Mais est-ce qu'elle est adaptée au développement naturel de l'enfant? Non, parce qu'on ne respecte pas les stades de développement naturel de l'enfant prépubère, l'enfant postpubère. Fait que oui, il y a des éléments intéressants du programme, mais je pense qu'il faut qu'il soit retiré et qu'il soit revisé avec des gens qui n'ont pas cette influence-là de l'idéologie du genre et tout le mouvement wokisme, qui veulent vraiment militer puis dire que c'est important d'être ouvert, d'être inclusif, de se questionner, mais il y a plein d'enfants qui se questionnent pas, puis si on se pose nous-mêmes la question enfant, on se questionnait pas là-dessus. Puis on faisait l'exploration de notre genre à notre manière. Fait que c'était un peu ça. Puis qu'il y a toute la question aussi des stéréotypes dans le programme qui est considéré comme très limitant chez l'enfant. Alors, on dit que l'enfant n'a pas le développement cognitif de se questionner qui est dans un jeu stéréotypé. Fait que l'adulte qui le voit jouer, par exemple, dans son jeu stéréotypé, ben, peut lui dire, ben là, t'es dans une petite boîte stéréotypée, ma petite fille, que t'aimes jouer aux poupées, t'aimes catiner, t'aimes être une princesse, mais c'est un jeu stéréotypé. Peut-être que tu pourrais t'ouvrir à aller vers d'autres jeux. OK? Puis ce qui est dit au niveau des stéréotypes, c'est que les stéréotypes, ce n'est pas bon. Alors, les caractéristiques de dominance féminine, les caractéristiques à dominance masculine, ce n'est pas bon parce que ça crée une division chez les garçons et les filles et plus tard, ça amène le sexisme. Alors ça, c'est un peu une autre des incohérences que j'ai vues dans le programme, là, de remettre en question les stéréotypes, que les stéréotypes, ce n'est pas bon. Mais que naturellement, l'enfant est attiré par exemple, petite fille, de jouer avec d'autres filles, à faire des jeux plus axés sur le prendre soin. Le garçon, souvent, est attiré à jouer plus avec des garçons, à faire des jeux beaucoup plus actifs, beaucoup plus d'ingénierie. Euh, il y avait mon chum qui me nommait quelque chose qui a fait, oh oui, ça a beaucoup de sens. C'est que ça dit que la femme, naturellement, est beaucoup plus attirée vers l'humain. Alors, tout ce qui est les métiers de prendre soin, les enseignants, les infirmiers, les infirmières, alors le care. Et l'homme est beaucoup plus attiré à comprendre l'objet. Alors, c'est pour ça qu'il y a une dominance des hommes dans les milieux d'études d'ingénierie. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des femmes en ingénierie comme ingénieurs, puis ça n'empêche pas qu'il y ait des hommes enseignants. Il en faut cette diversité-là. Mais on peut-tu juste dire que naturellement, il y a des tendances, des dominances, puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de tout remettre ça en question. Alors, soyons vigilants, soyons critiques.
Et d'ailleurs, comme parents, il y a un regroupement qui s'appelle le regroupement des parents vigilants dans lequel vous pouvez vous impliquer. Je l'ai mis aussi dans mes références. Alors sur ce, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre présentation. Soyons vigilants, soyons des adultes qui protègent l'enfance, qui redonnent l'enfance. Et nous avons un pouvoir, un devoir comme parents de questionner qu'est-ce qui est caché sous ce programme d'éducation à la sexualité et de savoir que d'où ça vient, ça fait en sorte qu'on se questionne encore plus. Alors, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un beau temps des fêtes, un beau joyeux Noël. J'ai mis mon... Oups, la misère avec... Poup! Ah, oui. En tout cas, j'ai la misère avec la caméra, comment m'orienter. Mais, whoop, ici, j'ai mis mon poinsettia de Noël. Alors, pour montrer qu'on est dans l'ambiance de Noël, vivons ces belles traditions-là de se rassembler, d'être ensemble. Puis ça peut être aussi une occasion d'en parler dans nos familles, de justement de ces sujets-là de société, parce que le gouvernement n'a pas pris son rôle là-dessus. M. Legault est venu témoigner d'ailleurs. Alors voilà, fait que je vous fais plein de bisous. Fait que je vais diffuser mon direct sur ma page Facebook. Je vais mettre les références. Si vous avez des questions plus détaillées, je peux y répondre. Je peux même vous soumettre certaines sources d'informations si vous voulez plus vous informer sur certains détails. Puis, je pense que le prochain live que je vais faire, je vais parler des droits de l'enfance. C'est quoi les droits de l'enfance? Il y a les droits, tu sais, les droits et libertés. Mais là, dans ce contexte-là, c'est quoi les droits de l'enfance? J'en ai parlé un peu, mais je pense que c'est important d'y revenir. Alors, voilà. Bisous, bisous. Merci beaucoup de votre écoute, de votre disponibilité. Alors, j'arrête ici. 1h10, c'est un bon temps. Yeah, yeah, yeah. Si vous mettez fin à cette vidéo en direct maintenant, vous pouvez choisir de l'enregistrer ou de le supprimer. OK. Ben, c'est ça, je vais l'enregistrer. Mettre fin à la vidéo en direct. Euh, J'essaie de voir mettre fin à la vidéo en direct. OK, un instant. Bon, attends. On va aller voir. Allô, Marco? On va fermer ça. C'est quoi qui fait? J'ai vu ma vidéo là. T'as fait Totoro? Ouais, t'as écouté Totoro. C'est ça? Totoro est fini? T'as tout écouté. OK. Moi, je vais juste terminer de diffuser ma vidéo, puis on va juste voir comment on fait ça, parce que je vais être sûre de ne pas rien perdre. OK. OK. OK, attends une minute.
Mettre fin à la vidéo en direct. OK. Si mettez fin à cette vidéo en direct maintenant, vous pouvez choisir de l'enregistrer ou de la supprimer. OK. Terminé.